S'il y a une idée thermodynamique bien utile en thermochimie, c'est bien l'idée de cycle. On parle plutôt et spécifiquement de cycle de Hess. Alors, pour vous expliquer ça, laissez-moi passer à la prochaine diapositive. Voilà, et vous montrer ceci. Supposons qu'on a une réaction chimique menant de 1 à B et que pour cette réaction chimique, on ne connaît pas l'enthalpie de réaction. La variation d'enthalpie du système, quoi, n'est-ce pas, quand on passe de ce réactif à ce produit. Eh bien, dans ce cas-là, si on peut trouver un chemin alternatif nous amenant les mêmes réactifs au même produit, donc du même état initial au même état final, et qui nous permet, par l'accessibilité des quantités comme ces delta H, des différentes étapes, de calculer par le principe que l'enthalpie est une fonction d'état, donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi, donc l'on peut la calculer, cette enthalpie inconnue de cette réaction-là, par la somme des delta H des trois étapes. Voilà, alors pourquoi ne pas le faire? Utiliser un tel chemin alternatif. Donc, ce chemin, ce qui le caractérise est que les étapes qui le composent doivent se refermer, doivent nous amener de cet état initial exactement au même état final B que voici, formant un cycle, n'est-ce pas? Et ce cycle s'appelle le cycle de Hess. Alors c'est ça l'idée du cycle de Hess. Rien de mystérieux à propos de ça, n'est-ce pas? Parce que c'est juste basé sur le fait que l'enthalpie, la quantité qu'on est en train de chercher, là, c'est la variation d'enthalpie de cette réaction-là. Et l'enthalpie est une fonction d'état. Donc, sa variation, quand on considère une transformation comme celle-ci, en allant de cet état initial à cet état final, la variation d'enthalpie ne dépend pas du chemin suivi. C'est toujours égal à la différence entre l'enthalpie évaluée à l'état final et l'enthalpie évaluée à l'état initial. Et ça ne dépend pas du chemin suivi. Donc on peut utiliser n'importe quel chemin pourvu que ça nous convienne, pourvu que ça nous aide de le faire pour calculer cette quantité inconnue. Voilà, c'est ça. Donc, delta H de réaction pour ça, voilà, c'est égal à delta H1 plus delta H2 plus delta H3 pour ce cycle à 3 étapes, pour ce chemin alternatif à 3 étapes là. Alors, une application très importante de cette idée de cycle de Hess, c'est celle-ci, qui nous permet de définir une échelle d'enthalpie, à défaut d'avoir une échelle absolue d'enthalpie qui est bien pratique et qui est bien définie pour toutes les substances là. Et l'idée est ceci. Supposons que vous avez une réaction, comme vous avez vu déjà auparavant, que je considère comme, voilà, ça représente génériquement n'importe quelle réaction, n'est-ce pas? Vous avez des réactifs R1, R2, R3, etc., avec des coefficients stéchiométriques nu1, nu2, nu3, et de ce côté, vous avez des produits, des espèces produits P1, P2, P3, avec coefficients stéchiométriques nu1', nu2', nu3', etc. Et
ce qui nous intéresse, c'est cette réaction-là à une température fixée, par exemple température pièce, et une pression fixée, par exemple la pression atmosphérique. Mais à température fixée, là. Voilà. Et on s'intéresse à cette réaction, et on peut définir l'enthalpie, on peut calculer plutôt l'enthalpie de cette réaction en considérant un cycle de Hess du type suivant. Alors, ici, dans cette branche-là, vous avez la décomposition de toutes ces espèces, toutes ces molécules R1, R2, etc., toutes ces substances, tous ces composés en éléments. Et là, par élément, tout à l'heure je vais définir ça de façon plus précise, mais ce sont les mêmes composés élémentaires, substances élémentaires, atomes ou molécules simples à partir desquels on peut imaginer la formation des produits P1, P2, etc., comme la formation des réactifs R1, R2, etc., dont cette flèche représente le processus opposé, le processus de décomposition des espèces R1, R2, etc., pour former ces éléments uniques à partir desquels, les mêmes éléments, je veux dire, à partir desquels on peut imaginer la formation d'espèces produits P1, P2, etc. N'est-ce pas que par le principe de conservation de la matière, on doit être en mesure d'imaginer ça, n'est-ce pas? De définir des espèces appelées des éléments à partir desquels on peut imaginer la formation des espèces produits, etc., comme la formation des espèces réactifs dont cette flèche représente la réaction opposée. Alors, avec ce cycle-là, n'est-ce pas que l'enthalpie de cette réaction, donc enthalpie de réaction qu'on dénote par ce delta indice petit r là en bas, parfois j'écris ça comme delta indice Rxn pour réaction, delta H de réaction, donc de cette réaction-là, peut être écrit comme ceci. C'est la somme des delta H de formation des espèces produits, et ce sont des delta H de formation molaire de P1, de P2, etc. Et chaque delta H de formation molaire de ces espèces produits est multiplié par le nombre de moles de P1 ici, c'est nu1' en mol, c'est ça? Et pareillement, pour que le delta H de formation molaire, le P2 qui est ici multiplié avec le nombre de moles de P2 dans cette réaction telle que représentée par le coefficient stéchiométrique nu2' là, donc ça doit être exprimé en mol, ainsi de suite, moins, et ça représente donc l'enthalpie relative, certes, mais relative aux éléments des produits, du côté produit, et du côté réactif, l'enthalpie des réactifs en proportion stéchiométrique, telle que représentée par ça, relative aux éléments, serait donnée de la même façon par la somme des delta H de molaire de formation de R1, de R2, etc., chacune pondérée par le coefficient stéchiométrique correspondant, compté en mol. Donc, nu1 mol de R1 fois delta H de formation molaire de R1 plus nu2 mol de R2 fois delta H de formation molaire de R2, etc. Toute cette somme représente l'enthalpie de l'état initial mesuré par rapport à l'état de décomposition en
éléments communs pour les réactifs comme pour les produits. Voilà. Alors, donc, le delta H de formation d'un composé ici est l'enthalpie molaire, là, je devrais ajouter molaire là, de formation du composé à partir des éléments. Alors maintenant, pour définir une échelle conventionnelle, bien définie, on convient de définir tout d'abord ce qu'on appelle l'enthalpie standard de formation à partir desquelles on peut calculer ce qu'on appelle l'enthalpie standard de réaction, indiquée par l'indice 0 là en haut du H, partout. Et cette enthalpie standard se réfère au fait que toutes les espèces réactives et produits dans la réaction sont à une température fixée et à exactement 1 bar. La pression est fixée à 1 bar. Et pour ce qui est des enthalpies de formation, eh ben, de ces espèces, on doit les considérer comme l'enthalpie de la formation des espèces, soit R1, R2 ou bien P1, P2, peu importe, mais toujours à partir des mêmes éléments définis dans un état appelé état standard de ces éléments-là. Cet état standard est défini par la forme stable que prend cet élément à une température donnée et à P égale à 1 bar. Et généralement, on se réfère à la forme stable de l'élément à 298 Kelvin et à 1 bar. Qu'est-ce qu'on entend par la forme stable d'un élément? Eh bien, les prochaines diapositives vous expliquent que ça, pour l'hydrogène par exemple, c'est la forme dihydrogène gazeuse. Pour l'oxygène aussi, c'est la forme O2 gazeuse. Comme pour le chlore ici, c'est la forme Cl2 gazeuse. Ce n'est pas l'espèce atomique H ou O ou Cl qui définit l'élément hydrogène, oxygène, chlore, respectivement, dans cette référence aux éléments quand on mentionne, quand on cite des enthalpies standards de formation là. Alors, deuxième exemple, pour ce qui est du brome, par contre, ce n'est pas du Br2 gazeux. La forme la plus stable du brome dans des conditions normales de température de pression, donc P égale 1 bar, était à 298 Kelvin, c'est la forme liquide, donc c'est le brome liquide qui représente l'élément brome. Pour ce qui est de l'étain, par exemple, c'est la forme solide appelée étain, la forme bêta. Pour le carbone, surprise, ce n'est pas le diamant qui est la forme la plus stable, en dépit du fait qu'on aurait pensé que c'est le diamant, n'est-ce pas? Or non, c'est le graphite qui est la forme stable, la forme standard, dont l'élément carbone est représenté par le graphite, pas le diamant. Voilà. Et ces enthalpies de temps standard de formation se trouvent tabulées dans tout manuel de chimie physique, bon manuel de chimie physique, et vous pouvez même les trouver sur le site web, sur les sites comme le site du bureau des standards aux États-Unis. Ici, ce que je vous montre, c'est le tableau 2.6 de la 6e édition du Physico-Chemistry de Peter Atkins que j'ai en possession et dont je vous fournis une copie de ces tables-là sur le portail de cours dans la section tableau de constantes et de données. C'est ça que vous trouverez là. Vous trouvez ces données-là à cette colonne, deuxième colonne de ce tableau, troisième colonne plutôt,
hein, parce que la première colonne, c'est les composés différents. Par exemple, ça commence la famille de l'aluminium, de l'antimoine, du barium, etc. Et pour chaque substance listée là, vous avez là à la première colonne après le nom de composé, la masse en grammes par mol, et puis tout de suite la prochaine colonne, c'est le delta H de formation en kilojoules par mol de chaque composé. Bon, par exemple, pour Al2O3, la forme solide, la forme alpha, le delta H de formation de ce composé, c'est 1675,7 kJ par mol. Alors, c'est quoi ce delta H de formation? C'est le delta H de la réaction de formation de Al2O3 à partir de 3 demi-moles de O2, n'est-ce pas, pour faire O3, et de 2 moles de Al solide. Vous voyez bien que Al solide ici, eh bien, l'élément aluminium, ça, puisque ça vient avec un delta H de formation qui est neutre. De même, l'argon ici, atomique, c'est l'élément argon, Sb solide, c'est l'élément antimoine, ainsi de suite là. Pour le carbone, comme vous avez vu tout à l'heure, comme je vous l'avais dit, c'est la forme graphite qui est la forme la plus stable, donc c'est lui qui est l'état standard du carbone. Pour le chlore, c'est du Cl2 gazeux, voyez-vous. Et là, si vous prenez quelques exemples, CO2 gazeux vient avec un delta H de formation de moins 393,51 kJ par mol, du H2CO3 aqueux vient avec un delta H de formation de moins 699,65 kJ par mol, etc. Vous voyez, même vous avez ici les delta H de formation même des anions, n'est-ce pas, etc. Voilà. Ça suffit comme ça pour que vous expliquez qu'il existe des tables qui donnent ça. Le tableau 2.5 du même livre de Atkins regroupe les données thermodynamiques comme delta H de formation. On est en train de parler de ça, mais cette fois-ci pour les composés organiques. Voyez-vous, ça, ce sont tous des composés du carbone. Ça, donc, ce sont des composés organiques. Donc, si vous prenez, par exemple, de l'éthane, le delta H de formation de l'éthane est de moins 84,68 kJ par mol. Hein, c'est le delta H de la réaction de formation de l'éthane à partir du carbone graphite. Donc, 2 moles de carbone graphite plus de l'éthane, hein, donc 3 moles de H2 gazeux. Voilà. Prenons un alcool, par exemple, de l'éthanol, c'est de H5OH. Le delta H de formation de l'éthanol, c'est à 298,20 toujours, et de moins 277,69 kJ par mol. Donc, la réaction de formation d'une mole d'éthanol à partir du graphite, donc du carbone sous forme graphite, 2 moles de carbone sous forme graphite, 3 moles de H2, parce qu'il y a 6 H ici, donc 3 moles de H2 sous forme gazeuse, et 1 demi-mol de O2 sous forme gazeuse, à 298,20 et sous une barre, est de moins 277,69 kJ par mol. Alors, pareillement, vous pouvez lire par exemple le phénol, l'acide acétique, etc. Et donc la formule est donnée ici, et l'enthalpie de formation à partir des éléments carbone, oxygène, hydrogène dans le cas de l'acide acétique, c'est donné par cette entrée-là. Alors, à titre d'exemple, donc l'utilisation des données de ces delta H de formation. Voici la réaction que vous avez déjà vue.
de l'hydrolyse de l'éthylène, C2H4, à partir de H2O liquide pour donner de l'éthanol. Alors, à partir du tableau qu'on vient de voir tout à l'heure, à la diapositive précédente, j'ai relevé les delta H de formation suivante de C2H4, c'est plus 52,26 kJ par mol, et la réaction de formation dont il s'agissait et dont cette grandeur là représente l'enthalpie de réaction, c'est le delta H de formation molaire de C2H4 là, et ça c'est la réaction de formation d'une mole de CH4 à partir du carbone solide qui est du graphite ici et du H2 gazeux. L'enthalpie de formation de H2O liquide, prenez bien note de cette valeur, ça revient souvent dans nos exemples, 298 Kelvin est sous une barre est de moins 285,83 kJ par mol. Et c'est la réaction de formation de H2O à partir de H2 gazeux, d'une mole de H2 gazeux et d'un demi-mol de O2. Finalement, la réaction de formation de C2H5OH à partir des éléments solides comme ceci, de carbone, graphite, ça, 3 moles de H2 gazeux, un demi-mol de O2 gazeux, ce sont tous, vous voyez bien, des éléments sous leur forme stable, c'est-à-dire dans leur état standard, et le delta H de formation, le delta H de cette réaction tel que présenté là, avec ces éléments sous leur forme standard, et à 298,81 bar, c'est précisément le delta H de formation de l'éthanol. Et ça vaut moins 277,69 kJ par mol. Alors cet exercice ici vous demande donc d'utiliser tout ça pour calculer le delta H de cette réaction. Alors, le principe de ça, c'est très simple. Vous utilisez tout simplement delta H de formation pour dire que delta H de réaction est égal à 1 fois delta H de formation de C2H5OH moins 1 mol fois delta H de formation de C2H4 moins 1 mol fois delta H de formation de H2O liquide, et voilà, vous aurez le delta H de cette réaction-là. Alors, regardons ça en détail. Voilà le calcul, c'est ça. Alors, là, le résultat final est en kilojoules seulement, c'est pas en kilojoules par mol, parce que pour moi, les coefficients stéchiométriques implicitement présents là, 1 mol partout, n'est-ce pas? C'est 1, on ne l'écrit même pas, mais c'est, en fait, c'était là, c'est 1 mol multiplié, qui vient multiplier ces delta H de formation qui sont des quantités molaires. Donc, ce qui fait moins 277,69 kJ pour que C2H5OH, 1 mol de C2H5OH, qu'on voit là, moins, voilà, 1 mol fois delta H de C2H4, gazeuse, ça doit être ça, 52,26, et bien, c'est plus 52,26 le delta H de formation de l'éthylène là. Donc c'est correct là. Et ça prend cette parenthèse là. Moins le delta H de formation de C2H4 qui est plus 52,26 kJ par mol fois 1 mol, bien entendu, moins le delta H de formation de H2O moins fois moins 285,83 kJ, ça, par mol fois 1 mol de H2O liquide là. N'est-ce pas? En retournant un peu en arrière, vous voyez bien que delta H de formation de H2O liquide, c'est moins 285,83. Ceci moins ici, là, c'est celui-là. Et en plus, le delta H de formation de H2O liquide, lui-même, est négatif, porte un autre signe moins ici. Donc, il faut bien faire attention à toutes ces signes-là. Alors, après tout calcul, j'obtiens moins 44,12 kJ
pour cette réaction-là. Ce n'est pas écrit par mol, à moins que vous voulez vous référer à l'oxydation, l'hydrolyse d'une mol de C2H4 par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une mol ou bien la formation de C2H5OH ici à partir de ça. Alors vous pouvez mettre une mol, mais là il faut le dire. Tandis que là, pour que la réaction telle qu'elle, c'est mieux. Je préfère faire comme ça, décrire ça de cette façon, présenter le résultat de cette façon. Donc, moins 44,12 kJ, c'est le delta H de cette réaction telle qu'écrite là, avec cette stéchiométrie. Alors, deuxième exemple ou exercice, cette fois-ci c'est la réaction, regardez bien, ici vous avez l'élément carbone, là c'est l'élément H2, et pour former du C2H2, donc c'est au fond la réaction de formation de C2H2 à partir des éléments là. Mais normalement vous pouvez lire ça à partir d'état, n'est-ce pas? Mais ici, puisque c'est un exercice, un problème, on vous propose plutôt de calculer ça en utilisant l'idée de cycle de Hess, et en utilisant plutôt les données suivantes. Là, c'est quoi ça? C'est les delta H, c'est un delta H ça. Donc, enthalpie d'un certain type de réaction. Ce type de réaction, c'est indiqué par petit c ici. Petit c tient pour combustion. Dans le devoir que je vous ai donné, là, c'est écrit COMB, combustion. Là, c'est un petit c seulement pour désigner ces réactions de combustion. Combustion de quoi? Du carbone ici pour donner du CO2. Et toutes ces réactions, ces enthalpies de combustion sont exprimées encore une fois en kilojoules par mol. Donc pour cette réaction-là, c'est moins 393,5 kilojoules par mol. Reconnaissez que c'est aussi la réaction de formation là, de CO2 à partir des éléments. Parce que là, vous avez l'élément carbone sous forme simple, graphite, oxygène sous forme stable, O2, voilà, pour former du CO2. Donc, c'est en fait le delta H de formation de CO2. Donc, le delta H de combustion du carbone, du graphite, c'est la même chose que le delta H de formation du CO2. D'accord? Pareillement, l'enthalpie de combustion, l'enthalpie de combustion du dihydrogène gazeux, donc une réaction combustion, qui est cette réaction d'oxydation là, de H2 par de l'oxygène, c'est aussi la réaction de formation de H2O liquide à partir des éléments, n'est-ce pas? H2 c'est l'élément H sous forme stable, O2 ici c'est l'élément oxygène sous forme stable, donc ça c'est la réaction de formation de H2O liquide et les moins 285,8 kJ par mol, c'est précisément le delta H de formation de H2O liquide, ça. Voilà. Et finalement, la dernière ligne est vraiment une réaction de combustion, là, pas une réaction de formation de quelque chose. Et c'est la réaction de combustion de l'éthylène ici, c'est de H plus 5,5 O2, et regardez bien comme c'est bien équilibré, donne 2 CO2 plus H2O liquide. Là, vous devez un peu apprendre à bien équilibrer ça. Là, vous avez 2 C ici, donc vous attendez à avoir formation de 2 moles de CO2, mais vous avez aussi du H2, donc vous devez vous attendre à avoir une formation de 1 mole de H2O. Donc, en tout, ça va nous donner du 2CO2 plus H2O. Alors, donc, ça nous prendrait combien d'oxygène? En tout, vous avez 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Mais, 5 oxygènes atomiques, ça ne nous convient pas. Il faut que vous exprimiez ça comme 5 demi-O2. Voilà. Donc, la réaction bien équilibrée est ça. Et ça représente la réaction de combustion du C2H2. Une réaction de combustion, c'est la réaction entre un composé donné, par exemple ici, C2H2, strictement avec de l'oxygène seulement, pour donner combustion complète.
donc pour donner du CO2, du H2O liquide, CO2 gazeux, H2O liquide, et s'il y a de l'azote, c'est du N2. Hein, s'il y a du N dedans, c'est du N2. Donc ça, c'est la réaction de combustion de C2H2. Et le delta H de combustion de C2H2, trouvé dans les tables, c'est 1299,6. Parce que ces enthalpies de combustion se trouvent aussi tabulées, voyez-vous, certaines tables plus spécifiques donnent les delta H de combustion. Il y a d'autres tables spécifiques donnant des delta H de d'autres types de transformations, en particulier les transitions de phase. On parlerait de ça plus tard. On aurait l'occasion de voir ça plus tard là, quand on va discuter de transitions de phase au 4e chapitre là. Bon, pour revenir à ça, donc le problème vous demande d'utiliser ces trois données là, hein, comme données du problème pour calculer delta H de formation du C2H2. Donc l'idée est de vous de vous exercer à imaginer, à tracer, à imaginer d'utiliser un cycle de Hess. Alors comment construire un cycle de Hess pour cette réaction-là? La prochaine diapositive montre ça. La réaction, c'est quoi? La réaction, je vous répète, c'est indiqué en rouge ici. C'est la réaction de formation d'éthylène à partir du carbone sous forme graphite, donc des éléments carbone et hydrogène. Hydrogène sous forme H2, donc. Et on est en train de chercher ça. De quoi dispose-t-on comme données? On dispose de données de combustion, de delta H de combustion du carbone. Hein, c'est la première ligne là. De H2 là, c'est la deuxième ligne. Et du C2H2, dernière ligne. Alors, le cycle tel que je dessine ici, vous rappelle ces données-là. Là, dans un premier temps, j'ai entouré H2 plus 1 demi O2, qui donne du H2O ici. Hein, donc, cette première flèche, c'est cette réaction. La deuxième ligne, dans ces données. Et c'est la première que je vois ici. Donc c'est identifié. Là c'est moins 285,8 kJ. Hein, c'est l'enthalpie de cette réaction de combustion du H2, bien d'oxydation du H2 pour donner du H2O liquide. Ensuite, en allant de là à là, j'ai gardé les deux carbones solides et les deux mondes d'oxygène gazeux tels quels là, sans changement encore. Hein? C'est à partir de maintenant, je vais les considérer modifiés, donc pour donner la réaction précisément. Quelle réaction là? C'est la réaction de formation de deux mondes de CO2 à partir de deux mondes de graphite et deux mondes d'oxygène. Ou bien encore, c'est la combustion de deux moles de carbone pour donner 2 CO2. Et donc, le delta H de ça, là, de cet état, c'est 2 fois le delta H de combustion du graphite, ou bien encore 2 fois l'enthalpie de formation molaire de CO2. Donc, ça. Et finalement, eh bien, la flèche montante ici, si vous regardez ça attentivement, ben, c'est la réaction inverse de la réaction de combustion du C2H2. Si vous lisez cette flèche dans le sens opposé, c'est C2H2 gazeux plus 5 demi-O2 qui donne 2 CO2 plus H2O qui est en plein, hein, la dernière ligne ici, n'est-ce pas? C2H2 gazeux plus 5 demi-O2 donne 2 CO2 plus H2O liquide, c'est en plein ça, n'est-ce pas? Donc, la réaction lue dans le sens opposé, comme ça, donc, voilà, c'est la réaction de combustion d'une mole de C2H2 là. Or, la réaction qui nous intéresse, ce n'est pas dans ce sens-là.
C'est dans ce sens. Pour revenir à du C2H2 en partant de CO2 et de H2O. En d'autres termes, c'est la réaction opposée à la réaction de combustion de C2H2. La réaction de combustion de C2H2 vient avec un delta H qui est de 1299,6 kJ par mol. Donc par conséquent, cette réaction-là, cette flèche-là, la réaction désignée par cette flèche, c'est ça que je veux dire, vient avec une enthalpie de réaction qui est le négatif de l'enthalpie de combustion de C2H2. Donc c'est plus 1299,6 kJ. Voilà. Alors maintenant, on peut faire le calcul, on fait la somme de ces quantités, toutes les quantités numériques qui sont données là, et on obtient finalement le delta H. Je n'ai pas le résultat final. Je n'ai pas le résultat final. Donc, vous allez le faire. Vous allez compléter ce diapositive avec la valeur finale du delta H de cette réaction-là. Ça, c'est la réaction de combustion du sucrose. C12H22O11 sous 10, c'est du sucrose. Dans un premier temps, on vous demande d'équilibrer ça. Pour dire combien de moles d'oxygène que ça prend, pour donner combien de CO2, combien de H2O liquide. Vous allez le faire avant de continuer à m'écouter, parce que je vais vous présenter les résultats très bientôt, tout de suite là. Et vous avez besoin de ça là pour que, attendez, pour pouvoir écrire comme il faut les équations nécessaires pour calculer ce qui est demandé ici. Parce que ce dont on dispose, c'est le delta H de combustion du sucrose, le delta H de combustion du carbone, qui est la même chose que le delta H de formation de CO2 gazeux, vous avez vu ça tout à l'heure, et le delta H de combustion du H2, qui n'est rien d'autre que le delta H de formation de H2O liquide, que vous avez vu encore une fois tout à l'heure déjà. Donc, encore une fois, on veut que vous utilisiez des delta H de combustion ici, ça, pour calculer le delta H de formation du sucrose. C'est le même genre de problème que vous avez à la troisième question du problème 2 du devoir, la question facultative. Donc, vous allez utiliser le même raisonnement pour ça. Voilà. Alors, réponse 1. Donc, tout d'abord, équilibrons cette équation-là. Et on obtient que ça me prend 12 oxygènes. Vous donnez 12 CO2, c'est normal, vous avez 12 C ici. Donc, 12 CO2, et là, vous avez H22O11 qui est déjà 11 fois H2O, n'est-ce pas? Donc, pour former du 12 CO2, et c'est sûr que ça prend 12 molécules, moles de O2 là. Voilà. Et cette réaction-là, c'est cette réaction dont le delta H vous trouvez là. Parce que c'est la réaction de combustion du sucrose là. Et son delta H vaut 5645 kJ par mol. Très exothermique, voyez-vous. Très exothermique, là. Voilà. Ça dégage beaucoup de chaleur, ça. Efficace. Alors, les deux autres réactions de combustion, j'ai rappelé ici. Combustion de carbone, c'est la formation de CO2, à partir des éléments. Combustion de H2, ce n'est rien d'autre que la formation de H2O liquide, à partir de H2O2. Et là, maintenant, on est prêt de compléter le travail par la construction tout d'abord d'un cycle de Hess. On voudrait que vous construisez le cycle de Hess pour ça là. Certains vont me dire qu'on n'a pas besoin de cycle de Hess, vraiment vous pouvez faire autrement en équilibrant les équations, c'est vrai. Mais ce serait une bonne chose de faire une fois ou deux le cycle de Hess là, pour voir un peu que ce que vous avez l'habitude de faire, composer des réactions chimiques qui se simplifient, etc., c'est au fond, ça revient à construire un cycle de Hess là.
Alors, laisse-moi continuer. Donc, la prochaine diapositive, c'est pas ça. La prochaine diapositive, donc, vous montre ce cycle de Hess. Donc, qu'est-ce qu'on cherche là? C'est cette quantité. Alors, cette quantité, c'est le delta H de la réaction de formation du sucrose à partir des éléments. Quel élément? Carbone. Ça prend du carbone. Combien de moles? 12 moles de carbone sous forme graphite, n'est-ce pas? Qui est la forme stable, l'élément carbone, c'est ça. D'accord? Et puis, ça nous prend du H2. Combien de moles de H2? 11 moles, n'est-ce pas? Et puis, ça nous prend de l'oxygène. Combien de moles? Eh bien, c'est 11 demi-moles d'oxygène. Alors là, donc ça nous prendrait 11 demi-moles d'oxygène. Et là, dans ce membre ici, là, il y a 12 moles d'oxygène qui étaient déjà là. Hein, donc pour compter correctement, ça fait 11 demi-moles d'oxygène, plus 12 moles d'oxygène que j'aurai. 12, ça fait 24. 24 plus 11, ça fait 35 demi-moles d'oxygène. Et voilà, vous voyez, donc cette flèche est bien équilibrée. Parmi ces 35 demi-moles d'oxygène, évidemment, il y a 12 moles d'oxygène qui ne sont pas utilisés. Il n'y a que seulement 11 demi-moles d'oxygène qui vont être utilisés dans la réaction de formation de ce sucrose-là. Et c'est cette enthalpie de formation du sucrose qui est demandée. Ça. Alors ensuite, vous pouvez fermer le cycle de la façon suivante en partant de ça. 12 carbone plus 11 H2 plus 35 de BO2. Vous pouvez voir que dans un premier temps, vous pouvez... Attendez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. À partir de là, tout d'abord, vous aurez une réaction entre ces 12 carbone et 12 moles de O2 pour donner 12 CO2. Hein? On aurait utilisé 12 moles de COC, 12 moles de O2 pour donner 12 CO2. Donc, il resterait 11,5 moles de O2 plus 11 H2. N'est-ce pas? Et donc, tout de suite, vous voyez que la réaction suivante, ce n'est rien d'autre que la réaction de formation des 11 moles de H2 au liquide à partir des éléments 11 moles de H2, 11 demi-moles de O2. Et voilà, ça c'est cette réaction. Et finalement, l'autre réaction ici, c'est la réaction de combustion du sucrose, mais lue dans le sens inverse. Parce que c'est ça là, cette flèche allant de gauche à droite, qui représente la combustion C12H22 O11. Maintenant, quand on lit cette réaction de droite à gauche plutôt que de gauche à droite, eh bien c'est la réaction opposée, la réaction inverse de la combustion, bien de l'oxydation du sucrose. On connaît toutes les données, moins 287,15 kJ par mol, c'est l'enthalpie de formation du CO2, hein. Moins 285,8 kJ par mol, c'est l'enthalpie de formation de H2O liquide, ou bien l'enthalpie de combustion de H2, ça, et moins 645 kJ par mol, c'est l'enthalpie de combustion du sucrose, mais comme on a la réaction opposée ici, hein, on doit prendre le négatif de ça, ça fait plus 5645 kJ par mol. Voilà, ce sont ces données que j'ai rapportées là. Voilà, c'est tout comme principe. Il suffit ensuite de faire des calculs pour obtenir ce delta H de formation du sucrose. Et on obtient moins 2220 kJ par mol comme résultat pour que le delta H de formation du sucrose. Vous pouvez vérifier ça sur une bonne table de données thermodynamiques, le delta H de formation. Vous devez trouver ça là, sans difficulté. Une deuxième application de l'idée de cycle de Hess, c'est la loi de Kirchhoff.
C'est une loi qui régit la question de calcul de la variation d'une enthalpie de réaction avec la température. Alors, j'ai repris ici la réaction d'hydrolyse de l'éthylène pour donner de l'éthanol qu'on avait considéré tantôt. On avait trouvé tout à l'heure que le delta H de cette réaction-là à 298, Ken 20 vaut moins 44,12 kJ. Tout à l'heure, n'est-ce pas qu'on avait calculé ça à partir des delta H de formation de différentes espèces, oui, je crois, à partir d'un tâche de formation de C2H4, l'éthanol de H2O liquide. Ça. Bon, alors maintenant, supposons que on veut considérer la même réaction, mais à une deuxième température, 400 Kelvin. Appelons cette température T2, la première température T1. Alors, comment obtenir ça? On n'a pas les delta H de formation de ces espèces, C2H4H2O liquide et C2H5OH à 400 Kelvin. Généralement, c'est tabulé à 298 Kelvin. Bien entendu, si on possède des données de capacité calorifique de C2H4, H2O liquide, C2H5OH liquide, séparément, on peut calculer les enthalpies de formation de la variation des enthalpies de formation de C2H4, de H2O liquide, C2H5OH. C'est une bonne question, ça. En fait, je vous invite de considérer cette question après avoir vu ceci. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, toujours est-il que même si vous considérez juste la réaction de formation de C2H4, qui est la formation à partir du carbone, de l'hydrogène, dont l'enthalpie de formation vous connaissez à 298 Kelvin, et vous dites, ah oui, je peux recalculer ça jusqu'à 400 Kelvin, mais vous retombez sur la même question, à savoir comment. Alors le principe de ce calcul est basé sur le cycle de Hess, et c'est ceci. Il suffit de fermer, n'est-ce pas, les deux réactions que j'avais présentées tout à l'heure, c'est en parallèle comme ça, suggère déjà que l'on ferme ça pour former un cycle, comme ça, à 4 membres. D'accord? Avec ça qui est connu, ça c'est inconnu et est à être obtenu. Maintenant, cet inconnu, on pourrait y avoir accès si on sait comment calculer ce delta H1, ce delta H2. Alors, en quoi consiste l'étape 1 ici? Eh bien, voyez-vous, c'est les mêmes espèces. Hein? C2H4, gaz de 1 mol de C2H4, gaz de 1 mol de H2O liquide. Ça ne change pas du tout au niveau de la composition. Tout ce qui change, c'est la température. Là, on va de 400 Kelvin à 298 Kelvin. Pareillement, pour ce côté-là, on a juste une mole de C2H5OH liquide qu'on amène de 298 Kelvin à 400 Kelvin. C'est juste la température qui change. Donc, pour les deux étapes 1 et 2, essentiellement, on a la situation qu'on a un système à composition fixée, et tout ce qui change est que on fait varier la température. En d'autres termes, on chauffe le système. On chauffe dans le sens algébrique, c'est-à-dire que la température peut augmenter dans ce cas-là, c'est un vrai chauffage, diminuer, et dans ce cas-là, on parlerait d'un refroidissement, mais c'est un chauffage dans le sens quand même, mais algébrique, voilà, avec un delta T négatif. Entendu? Pour dire que c'est le même type de processus. Et c'est un chauffage dans quelles conditions? Eh bien, comme on a une réaction chimique à l'air libre, donc à la pression atmosphérique, donc c'est la pression constante, ça. Par conséquent, on doit considérer le processus de chauffage de ce système-là, composé d'une mole de C2H4, d'une mole de H2O liquide, à pression constante,
C'est ça? Et on sait calculer ça si on connaît les capacités calorifiques des différentes espèces. Capacité calorifique de quel type? Eh bien, c'est du CP. Capacité calorifique à pression constante, hein, de C2H4 de H2O liquide. Pareillement, pour l'étape 2 ici, c'est un chauffage. On passe de 298 Kelvin d'une mole de C2H5OH liquide, et on saurait calculer ce delta H2 si on connaît, hein, on dispose de la capacité calorifique à pression constante de C2H5OH liquide en fonction de la température là. Voilà. Alors, je vous ai évoqué donc ce principe, et effectivement, delta H2, par exemple, c'est tout simplement égal à l'intégrale de la capacité calorifique à pression constante d'une mole de C2H5OH, puisque c'est ça qu'on a ici. Ça. On chauffe ça de T1 à T2. Alors, l'enthalpie de chauffage, c'est tout simplement Cp dt. Ça, c'est des bas Q. Des bas Q, hein, à pression constante, c'est égal à dH, à pression constante, et ça, hein, et à pression constante et à composition constante, c'est simplement Cp dt. D'accord? Et là, on intègre le T1 et T2, et ça nous donne delta H2. Pareillement, du côté delta H1, ce serait une intégrale du CP du système. CP du système, c'est la somme des capacités calorifiques des différentes espèces présentes, multiplié avec le nombre de moles de chaque espèce. Alors ça fait donc une mole de C2H4 fois Cp molaire de C2H4, plus une mole de de H2O fois une mole de H2O liquide, qu'on intègre. De quelle température? La température initiale pour cette étape, c'est T2, 400 Kelvin. La température finale, c'est T1, 298 Kelvin. Donc, ça, on peut calculer. Si on a ces CP et leur variation en fonction de la température. Donc, au principe, si on a ça, on peut calculer ça. Et donc, on peut calculer delta H, hein, de la réaction à 400 Kelvin. C'est delta H1 plus delta HR ici, plus delta H2, ce qui est donné là, et avec delta H1 calculé comme ça, delta H2 calculé comme ça, et ça donne finalement delta H de la réaction à 400 Kelvin, c'est delta H de la réaction 298 Kelvin, donc delta H de T2 égale delta H de T1, plus intégrale de T1 T2, hein, de quoi? Cp du côté produit, Cp total du côté produit, c'est ça, moins Cp du côté réactif en tenant compte des coefficients stéchiométriques, c'est ça. Et voilà, c'est ça le principe. Et ce que je viens de vous montrer là, hein, c'est tout à fait général. Ça s'appelle la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff. Ok? Et qui se généralise comme ceci. Donc, si vous avez une réaction de forme générique, nu1 R1 plus nu2 R2, etc., qui donne nu1 prime P1 plus nu2 prime T, P2, etc., et que l'on a déjà étudié à une première température T1, la même pression, une barre, par exemple, et donc on connaît ce delta H de réaction déjà à la température T1, ça là, delta H de réaction standard à T1, on connaît. Maintenant, on veut calculer la même chose, delta H de réaction standard, donc à la même pression 1 bar, mais à une nouvelle température T2, ça, eh ben, il suffit de compléter ça par que ces deux étapes 1 et 2 pour former un cycle de Hess de cette forme-là, avec encore une fois delta H1 qui est l'intégrale de la somme des CP des espèces réactifs pondérées par leur coefficient stéchiométrique,
intégré de T2 à T1, c'est-à-dire moins intégrale de T1 à T2, si vous voulez. D'accord? Et là, de ce côté, delta H2, c'est intégrale de T1 à T2 cette fois-ci, des capacités calorifiques de P1, P2, etc., pondérées par leur coefficient stéchiométrique. Ce qui fait qu'en tout, vous avez delta H de réaction à la nouvelle température est égal à delta H de réaction à T1 plus intégrale de T1 à T2 de quelque chose qui est, que j'appellerais delta Cp, c'est-à-dire variation des Cp donnée par cette différence des Cp du côté produit, pondérée par les coefficients stéchiométriques, et moins, donc la différence entre ça et la somme des capacités calorifiques à volume à pression constante molaire des différents réactifs pondérés par leur coefficient stéchiométrique. Le même type de delta R de variation comme delta R de H, etc. là. Mais au niveau des Cp. Et donc on appelle delta Cp. Et ce delta Cp, généralement, c'est une fonction de la température. Et donc, normalement, on doit faire une intégration ici. Mais très souvent, on a affaire avec des problèmes dans lesquels, dans la gamme de température T1 à T2, ce delta Cp peut être considéré comme constant, indépendant de la température. Et dans ce cas-là, on peut la tirer, ce delta Cp, à l'extérieur de l'intégrale pour donner delta Cp fois delta T, T2 moins T1, tout simplement. Voilà. Alors, ce tableau est pour vous dire que, tout comme les delta H de formation de différents composés, regroupés en famille ici, dans ce tableau 2.6 du Atkins, la capacité calorifique à pression constante molaire des différents composés sont aussi tabulés et se trouvent très souvent dans le même tableau. Ici, par exemple, à cette dernière colonne du tableau 2.6 de Atkins, on trouve les capacité calorifique à pression constante molaire des différentes espèces. On avait vu tout à l'heure AL2O3. Voilà, c'est ça là pour AL2O3. Qu'est-ce qu'on avait considéré tantôt aussi? Bon, voilà, ça c'est pour que les molécules organiques. Donc, si vous prenez du H2CO3 à que ce n'est pas là du CO2, la CO2, voilà, capacité calorifique molaire du CO2 c'est 37,11. Là où il n'y a rien, c'est qu'il manque des données, tout simplement les auteurs n'ont pas pu compléter ça, etc. Non, ça c'est plutôt ça pour les composés organiques. Je m'excuse là. Donc, par exemple, pour l'éthane, delta H de formation, c'est de moins 84,68 et le Cp molaire, que c'est cette colonne-là cette fois-ci, le Cp molaire est de 52,63. D'accord? Tout à l'heure, on avait aussi vu un alcool, par exemple, de l'éthanol. Voilà, le Cp molaire pour l'éthanol, c'est de 111,46. CH4, tenez, on est en train de considérer, non, on est en train de, c'est pas CH4, c'est de H4, donc de l'éthène ici, éthylène. Donc c'est de H4, là, delta H de formation 52,26, on avait vu ça tout à l'heure, et la capacité calorifique à pression constante molaire est de 43,56. Données qu'on peut utiliser pour la réaction de tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Et c'est ça qui est pris ici. Voilà. On
vous venez de voir que la capacité calorifique molaire, que CP molaire de C2H4, c'est ça. H2O liquide, ça vaut 75,29. Et pour que l'éthanol, c'est 211,46. Tout ça, c'est en joule, 20-1 par mol. Notez bien cette dimension-là d'une capacité calorifique. Ça, c'est toujours énergie par unité de température, donc Kelvin-1, par unité de concentration, mol-1, parce que c'est molaire, ça. Alors, donc, delta RCP, c'est une mol de C2H5OH, fois CP de C2H5OH, moins une mol fois CP de C2H4 gazeux, moins une mol, j'ai pas mis les une mol, hein, fois CP molaire de H2O liquide. Et en bas ici, les résultats sont effectivement en joule Kelvin-1, pas par mol, parce qu'on avait partout multiplié par le coefficient stéchiométrique en mol. D'accord? Ça fait donc, après tout calcul, moins 7,39 joules Kelvin-1. Mais ça, c'est autour de 298 Kelvin, autour de 300 Kelvin. On estime que de 300 Kelvin à 400, 500 Kelvin, raisonnablement, on peut considérer que ça varie pas beaucoup. Là, on va sortir ce delta CP à l'extérieur de l'intégrale comme ça, pour obtenir delta H de cette réaction à 400 Kelvin. C'est sa valeur à 298 Kelvin plus delta RCP qui est ça, fois T2 moins T1. Notez bien que le delta H à 298 Kelvin qu'on avait trouvé tout à l'heure était exprimé en kilojoules. Or, ce delta CP est en joules. Donc, pour faire un calcul cohérent, faudrait mieux de faire attention là, de convertir ce delta RCP en kilojoules. Donc, ça fait moins 7,39, 10 moins 3 kilojoules, n'est-ce pas, fois Kelvin moins 1. Et le tout ensuite fois T2 moins T1, qui est ici d'environ 100 Kelvin. Voilà. Et après tout calcul, on a obtenu que, à 400 Kelvin, l'enthalpie de réaction de cette réaction est un peu plus grand que sa valeur à 298 Kelvin. Ça vaut maintenant moins 44,85 kJ au lieu de moins 44,12 kJ. Voilà.